Hiroshima, Nagasaki, on connaît tous l'histoire de ces deux bombes atomiques larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais saviez-vous qu'une troisième bombe nucléaire a fait des victimes japonaises ? Nous sommes le 1er mars 1954. Un thonier japonais est en train de pêcher dans le Pacifique. Alors que le soleil commence à se lever à l'est, l'équipage en observe un deuxième à l'ouest. Mais que s'est-il passé ce jour-là ? Parfois on regarde des films pour suivre des histoires incroyables alors qu'il suffit de se tourner vers le passé pour découvrir des trucs complètement dingues qui ont réellement eu lieu. Revenons à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Vous connaissez l'histoire, le Japon capitule après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Alors que la population mondiale tente de revivre normalement et de se relever, les nations les plus puissantes engagent une course vers l'armement nucléaire, avec en première ligne les deux rivaux américains et soviétiques. Les Américains enchaînent les essais depuis la fin de la guerre. Les Soviétiques ne tardent pas non plus. C'est le tout début de la guerre froide. De chaque côté, les essais n'ont pas qu'un but scientifique, mais servent aussi à démontrer au rival sa force de frappe. En 1954, les Américains lancent une nouvelle série de tests en Micronésie. C'est une région assez isolée du monde au cœur du Pacifique où se trouvent de nombreux atolls, qui sont exploités depuis 1946 par l'armée. Depuis quelque temps déjà, les États-Unis développent un nouveau type de bombe nucléaire, la bombe à hydrogène, aussi appelée bombe H. Elle fonctionne différemment des bombes atomiques dites bombe A, comme celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. On va pas entrer dans les détails techniques parce que ça nous intéresse pas ici, et je sens que je risque de faire ça très mal, mais ce qui est sûr, c'est que les bombes H sont plus complexes et plus puissantes que les bombes A. Revenons au Japon. Le 22 janvier 1954, un thonier nommé Daigo Fukuryu-maru part au large du Pacifique pour pêcher vers les îles Midway, dans ce coin-là. Avant le départ, l'équipage était accosté à côté d'un autre bateau revenu de cette zone avec une cargaison pleine de thon de grande valeur à la vente, comme les Mebachi Maguro par exemple. Mais lorsque le Fukuryu-maru arrive dans la région au début février, la pêche est mauvaise. Il n'y a presque pas de thon. L'équipage a alors deux choix pour le chemin du retour. Faire une petite boucle par le nord où ils peuvent trouver surtout du thon blanc, mais avec des risques de tomber sur une mer trop agitée pour leur bateau, qui est quand même assez petit, ou faire une boucle par le sud, dans des eaux plus calmes, un détour qui offre moins de garanties niveau pêche, mais qui peut potentiellement être plus riche en thon mebachi, d'une plus grande valeur justement. Ils décideront finalement d'aller par le sud. Là, les prix augmentent petit à petit, mais sans être fantastiques non plus. Chaque jour, l'espoir d'atteindre une zone vraiment riche en thon les pousse toujours plus vers le sud. Et à la fin février, ils se retrouvent relativement proches des îles Marshall, un état de Micronésie sous contrôle américain où sont réalisés des essais nucléaires. Parmi ces îles Marshall, l'atoll de Bikini a fait l'actualité internationale dès 1946 avec la première explosion nucléaire depuis la fin de la guerre. La marine américaine prévoit de réaliser un nouveau test nucléaire sur Bikini, une bombe H nommée Castle Bravo. Depuis le lancement du programme nucléaire, une zone de sécurité a été définie autour de l'épicentre des explosions. Tous les pays sont au courant des coordonnées de la zone en question, mais on ne sait pas forcément quand auront lieu les détonations. Faut juste pas naviguer dedans durant la durée des opérations. Le matin du 1er mars, tous les voyants sont au vert. Les vents soufflent vers l'ouest, zone non peuplée, ce qui évitera que les retombées radioactives touchent des îles habitées à l'est. Cet atoll par exemple est aussi utilisé pour des tests par l'armée. Il n'y avait donc pas de crainte si les vents s'y dirigent. Pendant ce temps-là, le thonier japonais a continué son chemin pour arriver le 1er mars à la limite de la zone de danger, à seulement 160 km de l'atoll de Bikini. Ce matin du 1er mars, à 6h45, l'explosion est déclenchée. Mais divers problèmes sont constatés rapidement. Le test s'avère presque 3 fois plus puissant que prévu. L'explosion, réalisée à 2 mètres de la surface de l'atoll, a formé en une seconde une boule de feu aveuglante de 7,2 km de diamètre. Une minute plus tard, le champignon atomique a atteint plus de 40 km d'altitude. À la surface, c'est un cratère de 70 mètres de profondeur pour 2 km de diamètre qui se forme. On peut toujours voir la forme aujourd'hui sur Google Maps. Castle Bravo est la bombe la plus puissante jamais amorcée par les États-Unis.
1000 fois plus puissante que celle larguée sur le Japon en 1945. Et pourtant, elle est loin derrière la soviétique Tsar Bomba, la plus grosse explosion d'origine humaine de l'histoire, qui était au moins 3 fois plus puissante que Castle Bravo. Je vous laisse imaginer. Quelques minutes après l'explosion, les Américains constatent un autre imprévu, beaucoup plus grave cette fois. Le nuage ne se propage pas vers l'ouest, mais à l'opposé des prévisions, vers l'est. Si les vents à la surface soufflaient dans la bonne direction, celle prévue, à l'altitude du champignon, ils soufflaient vers l'est. Le bunker de contrôle de l'essai, où de nombreuses mesures étaient faites par l'armée, se trouvait ici. Si les vents avaient soufflé vers l'ouest comme prévu, il aurait dû être épargné par les retombées radioactives. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 15 minutes après l'explosion, les niveaux de radiation ont grimpé dans le bunker, forçant le personnel sur place à se retirer de la salle de contrôle pour rejoindre la pièce la plus fortement blindée. Ils n'ont pu être secourus que 11 heures plus tard. Les vents ont continué leur course vers l'est, en direction de navires de la marine américaine, d'îles habitées et du Daigo Fukuryu Maru. Sur le bateau japonais, au moment de l'explosion, on constate un flash lumineux. Un matelot s'écrie « Le soleil se lève à l'ouest !» Au cœur de l'océan, les 23 marins se tournent vers cette lumière silencieuse qui brille pendant plusieurs minutes. Alors que le ciel jaunit, la luminosité ambiante donne l'impression de ne plus être sur Terre. Pour ces pêcheurs japonais, c'est un instant surréaliste qui les fige sur place. Ce n'est que 8 minutes plus tard que le silence est rompu par une détonation. C'est l'onde de choc de l'explosion qui se propage et fait même vibrer le bateau. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Les pêcheurs se rendent compte qu'ils viennent d'être témoins d'un essai nucléaire américain. Ils décident quand même qu'il vaudrait mieux s'éloigner, mais ils ne se rendent pas compte du danger qui se dirige vers eux et prennent d'abord le temps de retirer le matériel de pêche de la mer. Un travail qui prendra plusieurs heures. Pendant ce temps, le ciel se couvre peu à peu de nuages et il se met à pleuvoir. Soudain, une fine poudre blanche se met elle aussi à tomber du ciel. Alors que la pluie s'arrête, la poussière continue de s'abattre sur les marins. Une poussière qui s'accroche à la peau, aux vêtements, aux cheveux. Elle tombe comme de la neige, mais contrairement à elle, ne s'enlève pas facilement. Lorsqu'elle pénètre dans les yeux, elle est piquante, et il devient difficile de les garder ouverts. Certains ont goûté cette cendre qui s'était déposée sur leurs lèvres. Elle n'avait pas de goût. Elle était dure et croquante. La tension monte à bord. Quelques membres comprennent que ce n'est pas normal, que leur bateau est peut-être dans une zone interdite et qu'il ne devrait pas être là. Ils s'empressent pour s'en aller au plus vite par peur. Peur que si les Américains découvrent leur présence, ils voudront étouffer l'affaire et couler le bateau. La guerre s'est terminée depuis moins de 10 ans, et certains membres ont été éduqués dans la méfiance des Américains. Il existe une expression en japonais, Kichiku Beiye. Beiye, ce sont les Américains et les Britanniques. Kichiku, ce sont les brutes sauvages. Ce mot comprend le caractère Oni, qui veut dire démon. Pas besoin de vous faire un dessin. L'équipage n'a donc envoyé aucun message au Japon, aucun SOS, aucune alerte à d'autres bateaux pour ne pas être repérés. Sans rien dire, ils sont remontés vers le nord pour rentrer au plus vite au Japon avec les 2 tonnes de poissons qu'ils avaient pêchés jusque-là. L'équipage a essuyé la poussière blanche vite fait avec leurs mains, ils ont balayé ce qu'ils pouvaient sur le bateau. Avant de tout jeter à la mer, un membre a eu l'idée d'en garder un petit peu dans une pochette pour la faire analyser à son retour. Il l'a accrochée sur sa couchette où il dormait avec d'autres membres à proximité. On saura plus tard qu'il s'agit de corail et de sable calcinés, hautement radioactifs. Le soir même, certains membres se plaignent de douleurs. Des cloques commencent à se former sur certaines parties de leur peau. Leurs yeux deviennent rouges, douloureux. D'autres souffrent même de maux de tête, de douleurs aux gencives, de diarrhée et de nausées. Alors que le bateau continue sa route, au bout de 3 jours, leur peau devient anormalement sombre par endroits, avec des sortes de brûlures au cou, aux poignets, aux chevilles, à la taille, aux endroits où la poussière blanche s'est accumulée. L'équipage va nommer cette poussière Shi no Hai, les cendres de la mort. Une semaine plus tard, ils ont commencé à perdre leurs cheveux. Ils s'émiettaient en petites particules depuis la racine. Au Japon, les pêcheurs portent souvent sur leur tête un hachimaki, un bandeau pour éviter que la transpiration ne coule dans les yeux. Ceux qui en portaient ont perdu plus de cheveux que les autres, sûrement parce que les cendres de la mort s'y accumulaient plus facilement. Les matelots se disaient naïvement « Oh, on va bien guérir dans quelques jours, on sera sur pied pour notre prochaine sortie en mer ». L'équipage était plus inquiet par les conséquences économiques de la faible valeur de leur pêche que par leur santé. Ils arrivent finalement au Japon le 14 mars, soit 2 semaines après l'essai nucléaire. Ils débarquent au port de Yaizu. L'armateur resté sans contact radio avec le bateau pendant plus de 2 semaines était furieux.
Mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» Et quand il a vu la tronche de l'équipage, il a compris que quelque chose d'anormal s'était passé. Discrètement, on lui explique qu'ils ont vu un picadon. Picadon, c'est un terme populaire employé par les Japonais pour parler de la bombe atomique. Pika, c'est l'éclair, et don, c'est l'onomatopée d'une explosion, d'un impact, quoi. Il a été décidé de rester discret sur cette affaire par peur d'une réaction américaine, et pour ne rien chambouler de la vie sur place. L'envie de fructifier le travail après tant d'efforts, de vendre le poisson pêché, est sûrement aussi à prendre un peu en compte, parce que la paye des pêcheurs est calculée en fonction du résultat des ventes. Mais pour leur défense, ils se rendaient pas du tout compte de la gravité de la situation, et des risques pour la santé de leur cargaison. Preuve en est, beaucoup de membres de l'équipage ont quitté le bateau et sont revenus chez eux avec quelques poissons pêchés pour nourrir leur famille, leurs enfants, et parfois même en distribuer aux copains, quoi. Un peu plus tard, le jour même, ils se sont rendus à l'hôpital du coin pour vérifier leur état. On a traité leurs brûlures, mais aucune analyse de fond n'a été faite. Ils sont tous rentrés chez eux le soir. Certains sont même sortis boire la nuit, d'autres ont terminé dans les quartiers de plaisir. Le lendemain matin, dans le port, le bateau et sa cargaison sont traités normalement, comme tous les autres bateaux. Le poisson a été déchargé et il a commencé à être envoyé dans une dizaine de villes du pays, vers Tokyo, vers Osaka. Les membres de l'équipage les plus touchés par les brûlures sont quand même envoyés par l'hôpital de Yaizu à Tokyo pour des analyses plus poussées. Là-bas, on va rapidement comprendre qu'ils sont victimes du syndrome d'irradiation aiguë. Entre-temps, l'armateur est allé demander conseil à la société de pêche pour savoir quoi faire concernant le rapport du bateau. Est-ce qu'il faut faire une déclaration d'accident ou pas dans ce cas-là? C'est alors que la rumeur s'est répandue dans l'entreprise, jusqu'à arriver aux oreilles d'un journaliste du Yomiuri Shimbun, un des plus gros quotidiens du Japon. Le lendemain matin, le 16 mars 1954, l'affaire éclate. Elle est en une du journal et lance un véritable scoop qui va même faire le tour du monde. Le thon radioactif envahit les esprits. Pendant ce temps-là, dans la capitale, au marché de Tsukiji, suite à la lecture de l'article, une analyse radioactive sur certains poissons fait sonner les compteurs. C'est la panique dans le marché. La criée est tout de suite arrêtée et les autorités sont prévenues. Arrivées sur place, elles décident d'enterrer les poissons irradiés 3 mètres sous le parking. À Yaizu, certains habitants s'affolent aussi puisqu'ils ont mangé du poisson de la cargaison. Des médecins et spécialistes équipés de compteurs se rendent dans le port. Ils effectuent des mesures sur le bateau et des matelots, étonnés par le son qui se produit quand on dirige le compteur vers eux. Dans de nombreux ports du pays, les poissons sont analysés et une bonne partie des thons irradiés sont récupérés et jetés. Mais pas la totalité. C'est la panique, l'affaire devient un scandale national. Qu'ont fait les autorités? Pourquoi ces thons ont été déchargés dans les marchés? Pourquoi l'équipage n'a pas prévenu la police? Quand la population se rend chez les poissonniers, les questions fusent. Où a été pêché ce poisson? D'autres se disent, si l'explosion a eu lieu le 1er mars, si ça se trouve ça fait 2 semaines qu'on mange du poisson irradié sans le savoir. Vous imaginez le truc? Très rapidement, les ménages et les restaurateurs n'achètent plus de poisson. Tout le monde a peur d'en manger. Pendant ce temps-là, en quelques jours, tous les membres d'équipage du bateau sont hospitalisés à Tokyo. Ils seront soumis à des examens quotidiens et à de multiples transfusions sanguines. Certains ont déclaré des maladies plus ou moins graves. Ils avaient régulièrement de la fièvre et des saignements de nez. Leur taux de globules blancs a chuté. Certains sont devenus stériles. Je vous passe les détails. Le 23 septembre 1954, Aikichi Kuboyama, l'opérateur radio du bateau, meurt à l'âge de 40 ans. Il est la première victime d'une bombe H de l'histoire. C'est quand même fou. Les premières victimes d'une bombe atomique, ce sont des Japonais. Et même après la guerre, dans le contexte historique, la première victime d'un nouveau genre de bombe nucléaire, c'est encore un Japonais. Et je ne vous parle pas des divers accidents liés aux centrales nucléaires. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu que celui de Fukushima. Quelle triste histoire que celle qui lie le Japon et le nucléaire. 14 mois après leur hospitalisation, les 22 matelots restants ont enfin pu retourner chez eux. Mais le regard qu'on commençait à porter sur eux leur a fait saisir que leur vie serait désormais compliquée. Dans la rue, on leur disait parfois « Les radiations sont contagieuses, ne vous approchez pas de moi ». Une discrimination que connaissent bien les Hibakusha, les survivants affectés par les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Après que l'affaire ait éclaté dans la presse, le gouvernement américain a tout d'abord tenté de minimiser. Tour à tour, le bateau japonais était un espion engagé par les Russes. Ensuite, les brûlures des marins ne sont pas dues aux radiations, mais à des effets chimiques suite au contact de la peau avec la poudre de corail calciné. Des médecins japonais ont demandé un rapport aux Américains pour mieux comprendre les éléments radioactifs que les pêcheurs avaient absorbés, afin de mieux les soigner.
et le pays a refusé de donner le moindre détail sur la teneur de leur essai pour éviter de dévoiler les secrets de la composition de la bombe. Tout ça pour finalement dédommager financièrement les victimes à hauteur de 2 millions d'yens par personne. De nombreux autres bateaux japonais, on parle de centaines, ont été touchés par des retombées radioactives de l'essai nucléaire de Castle Bravo. Aucun comme le Fukuryu Maru néanmoins. Mais seul l'équipage du Fukuryu Maru a obtenu des compensations financières. De retour à Yaizu, leur vie était devenue difficile puisqu'on jalousait cette compensation. On les méprisait pour avoir reçu une aide et pas les autres. Entre ça et le regard discriminant sur les radiations, la plupart des matelots ont quitté leur ville natale pour vivre ailleurs en cachant leur histoire. C'est ce qu'a fait Matashichi Oishi, qui s'est installé à Tokyo. Dans les années 80, il a commencé à parler de son expérience autour de lui, dans la presse, et il a même écrit un livre. Il avait le sentiment qu'on commençait à oublier les leçons à tirer de cette histoire. Il a lancé une campagne de dons pour construire une pierre commémorative de 2 tonnes, aujourd'hui déplacée dans un musée de la baie de Tokyo, où se trouve la carcasse décontaminée du bateau. Vous pouvez y aller sans souci pour voir le tonnier aujourd'hui et découvrir cette histoire. Ces événements ont engendré au Japon une importante crise de l'industrie de la pêche pendant plusieurs semaines, obligeant certains marchés et de nombreux poissonniers à fermer boutique temporairement. La réaction publique a été vive, l'accident a renforcé les pensées pacifistes pour aboutir sur les premiers mouvements antinucléaires organisés du Japon. À la fin d'année 1954, l'année de l'explosion, un film sort au Japon, le tout premier Godzilla. Je vais vous lire le pitch de départ, ça va vous rappeler quelque chose. L'équipage d'un bateau de pêche japonais, le Eiko Maru, est frappé par un éclair de lumière qui semble jaillir de l'océan. Je vous laisse découvrir la suite. 8 des 23 membres d'équipage du Daigo Fukuryu Maru sont morts à un âge relativement avancé suite à des complications dues à des cancers ou des cirrhoses du foie. Aucun n'a jamais été reconnu comme hibakusha, comme des victimes d'une bombe atomique. Plusieurs mois après l'explosion, des pluies anormalement chargées en radioactivité ont été rapportées dans plusieurs villes du Japon. En plus des bateaux japonais, des cargos, navires et bateaux de pêche d'Okinawa, de Corée, des Philippines et de Taïwan ont été exposés eux aussi aux radiations de l'essai de Castle Bravo. Un essai qui a été un drame écologique et humain, d'abord par les défaillances de prévision et d'analyse de l'armée américaine, puis par l'impact sur les populations des îles Marshall, qu'il ne faut surtout pas oublier dans cette histoire. Dès 1946, les Américains prennent possession de l'atoll de Bikini et demandent aux habitants de partir. The United States government now wants to attempt to turn this great destructive force into something good for mankind, and that these experiments here at Bikini are the first step in that direction. On loue la portée pacifiste des actions militaires qui devraient avoir lieu sur leur atoll. On leur dit que quand ce sera terminé, ils pourront revenir, que c'est pour la paix dans le monde. À ce moment-là, les habitants de l'île ne savent pas qu'ils ne reviendront jamais chez eux. 67 essais nucléaires vont être effectués dans les îles Marshall entre 1946 et 1958, dont 23 sur l'atoll de Bikini. Le 1er mars 1954, 5 heures après la détonation de Castle Bravo, la pluie radioactive tombe sur Rongelap, situé à 180 km de Bikini. L'atoll a été recouvert par la fameuse poudre blanche. Personne ne savait qu'elle était radioactive. Les enfants pensaient que c'était de la neige. Ils jouaient avec, quoi. Certains l'ont même goûté. L'armée n'a évacué les habitants que 2 jours plus tard. Une centaine de personnes ont souffert de lésions cutanées, de vomissements, de fièvre et de perte de cheveux. Les insulaires les plus touchés ont été isolés dans une base militaire pour obtenir des traitements, sans savoir qu'ils étaient alors aussi soumis à des tests et analyses. Certains disent aujourd'hui qu'ils ont servi de cobayes. Plus tard, il a été constaté des problèmes de la thyroïde, de cancer, de fausses couches, de naissance de bébés souffrant de malformations. On peut quand même souligner que les militaires américains qui ont été contraints de participer aux essais nucléaires, parfois sans les protections adéquates, peuvent aussi être considérés comme des victimes. Par la suite, il y a eu des conférences dans le monde amenant à une plus grande prise de conscience de l'impact et des risques des armes nucléaires et de leurs essais. J'en profite juste pour souligner, sans vouloir comparer, que la France a une histoire similaire avec ses essais nucléaires en Polynésie et les impacts sur les populations locales. Je vous laisse creuser. Le 15 mai 1977, l'armée américaine a eu l'ordre de commencer à nettoyer les îles Marshall. 73 000 mètres cubes de sol contaminés ont été noyés dans le cratère d'une ancienne explosion nucléaire, puis recouverts d'un dôme de béton. Les États-Unis ont versé des indemnités compensatrices aux populations des Marshall, pour la perte de jouissance de leurs terres, la pauvreté engendrée et les difficultés médicales. Le gouvernement américain verse chaque année plusieurs millions de dollars pour l'éducation et la santé dans ces îles. Aujourd'hui, l'atoll de Bikini est inhabité,
à part quelques rares officiels qui y passent du temps parfois. La nature est préservée des activités humaines. Bikini ressemble à un paradis, mais un paradis empoisonné. Il est impossible de manger quoi que ce soit qui pousse sur cet atoll. Les plus courageux pourront faire de la plongée dans un cadre complètement dingue, où gisent les nombreuses épaves des navires de guerre utilisés pendant les tests pour évaluer les dégâts des explosions. On les voit bien là, mis en première ligne pour voir comment ils réagissent. En 2010, l'atoll de Bikini a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant que symbole de l'entrée dans l'âge nucléaire de l'humanité. Et avec toute cette histoire, toutes les conséquences dramatiques évoquées depuis le début de cette vidéo, lorsqu'on dit le mot bikini, le seul truc qu'on voit apparaître dans nos esprits, c'est un maillot de bain de pièces. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. En 1946, un an après la fin de la guerre, alors qu'on vient tout juste d'en finir avec les conflits et que la vie n'est pas encore évidente pour la majorité des gens sur Terre, il y a des Français, ce à quoi ils pensent, c'est de lancer le plus petit maillot de bain du monde. Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrence qui semble fort satisfaite. Le premier test atomique américain sur l'atoll de Bikini a fait le tour du monde et a marqué les esprits. C'est ainsi qu'est né le Bikini présenté alors selon ces termes, une bombe anatomique. Le maillot de bain fera scandale, bien plus que les tests nucléaires de la guerre froide. In the place where our old home village was destroyed, we buried the charred bones of our relatives. Oh, we must never allow, we must absolutely forbid another atom bomb to fall. Deadly rain gathers poison from the sky, and the fish carry death in the depths of the sea. Fishing boats are idle, their owners are blind. Deadly harvest of 2 atom bombs. Then landsmen and seamen, you must watch and take care that the 3rd atom bomb never falls. Furusato no machi akare, Miyori no hane umese yakatsuchi ni, Ima wa shiroi hana saku ayurusu majigen baku o mitabi yurusu majigen baku o warera